Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui est le troisième et dernier volet d'un cycle de conférences co-organisé par la Global Town Conference de Paris et le CNB, et plus précisément la commission Droit et Entreprises. Je tiens d'ailleurs à remercier le CNB pour leur collaboration dans la mise en place de ce cycle de conférences. Ce webinaire, il s'inscrit aussi dans le cadre de la 4e Paris Arbitration Week et je tiens donc aussi à remercier chaleureusement le comité d'organisation de la Paris Arbitration Week pour leur travail qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce riche échange. Cette série de conférences, elle porte sur un thème global que nous avons intitulé Évolution ou révolution dans l'arbitrage et la médiation commerciale internationale. Aujourd'hui, nous parlerons plus précisément des contentieux climatiques et des méthodes de règlement de ces contentieux. Nous avons choisi ce thème pour deux raisons. Tout d'abord, parce que c'est un thème qui est d'actualité. En effet, on voit qu'il y a déjà un nombre assez important de contentieux internationaux qui sont en cours et dont les réclamations portent sur ce sujet, mais aussi que de plus en plus de textes internationaux sont ratifiés, et je pense notamment aux récents accords de Paris. Mais surtout, le contentieux climatique est un contentieux qui va, alors malheureusement, j'ai envie de dire, être amené à se développer de plus en plus dans les prochaines années, et c'est pour cela qu'il nous a paru intéressant de réfléchir sur ce sujet dès aujourd'hui. Pour parler de contentieux climatique, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir deux intervenants aujourd'hui. Tout d'abord, Monsieur Pierre Lequet, qui est spécialiste en droit de l'environnement, et Maître Patrick Thieffry, spécialiste en droit de l'environnement et en arbitrage international. Je vais rapidement présenter nos deux intervenants dans leur ordre de passage. Tout d'abord, Monsieur Pierre Lequet, vous êtes maître de conférence à la faculté de droit de l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Vous êtes docteur en droit et avez soutenu une thèse portant sur l'ordre public environnemental et le contrat de droit privé. Vous travaillez également sur l'adaptation de la responsabilité des entreprises aux enjeux contemporains et notamment aux problématiques environnementales. Vous enseignez le droit privé à l'université ainsi que le droit de l'environnement en école d'ingénieur. Aujourd'hui, vous aborderez la question de la caractérisation de la responsabilité en matière de contentieux climatique. Maître Patrick Thieffry, vous êtes arbitre indépendant, principalement dans des différends liés à l'environnement, à l'énergie, à la construction et aux infrastructures. Vous êtes membre des barreaux de Paris et de New York. Vous avez pratiqué le droit des affaires internationales pendant de nombreuses années et vous avez une grande expérience des opérations internationales et des contentieux transnationaux. Vous avez été conseil, arbitre unique, président de tribunaux arbitraux en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Vous avez co-présidé la Task Force on Arbitration of Climate Change-Related Disputes et présidé le groupe de travail sur le pacte mondial pour l'environnement de la Chambre de commerce internationale. Vous enseignez le droit de l'environnement depuis 1996 à l'école de droit de la Sorbonne, où vous avez été professeur associé. Vous êtes l'auteur du traité de droit européen de l'environnement et du climat, du manuel de droit de l'environnement de l'Union européenne et de l'Handbook of European Environmental Law, ainsi que d'autres ouvrages et un grand nombre d'articles portant sur le droit des affaires internationales, droit de l'environnement et droit du climat. Vous êtes diplômé en économie internationale et européenne et vous avez aussi soutenu une thèse de doctorat sur les instruments du droit de l'environnement. Vous nous parlerez des types de contentieux climatiques existants et à venir, ainsi que des modes alternatifs de règlement des différends, les plus adaptés selon vous pour régler ces contentieux. Enfin, j'interviendrai rapidement sur la question du financement de ces actions, puis s'en suivra une session de questions-réponses avec l'audience. Sans plus attendre, Pierre, je vous passe la parole. Je vous remercie, Monsieur Lercher. Je vous remercie tout d'abord de m'avoir fait l'honneur de me demander d'intervenir à ce cycle de conférences sur un sujet qui me permet de faire le lien entre mes travaux de docteur, tout juste docteur en droit de l'environnement, et puis peut-être des sujets que je serai amené à approfondir dans la suite de mes recherches. Alors, je suis censé intervenir sur la caractérisation de la responsabilité climatique des entreprises et sur l'ordre public environnemental.
Alors, ce sont deux sujets extrêmement complexes, non seulement compliqués, mais complexes parce qu'ils font intervenir de très nombreuses sous-questions et elles sont intimement liées. Toute révolution sociale doit être en même temps une révolution juridique, sans quoi elle n'est qu'un vain trouble politique. C'est par ces mots que George Ripper introduit son ouvrage « Aspect juridique du capitalisme moderne ». Et ces mots me semblent d'actualité. En effet, la reconnaissance scientifique de la cause anthropique du changement climatique est assurément une révolution sociale. Mais si elle ne devient pas une révolution juridique, c'est-à-dire si elle ne débouche pas sur la reconnaissance d'une responsabilité, alors elle ne sera qu'un vain trouble politique. La lutte contre le changement climatique doit nécessairement passer par l'engagement de responsabilité des personnes auxquelles ce changement est imputable. Dans le temps qui nous est imparti, nous ne pouvons qu'effleurer la surface du problème. Il s'agira dans un premier temps de rappeler les grands problèmes de droit posés par la responsabilité climatique des entreprises, et ensuite nous poserons la question du caractère d'ordre public de cette responsabilité. En premier lieu, il importe d'envisager la difficulté d'engager la responsabilité climatique des entreprises. Alors, il faut tout d'abord distinguer la notion de responsabilité climatique et celle de recours ou de contentieux climatique. Le contentieux climatique constitue toute action en justice qui soulève le changement climatique comme une question de fait ou de droit. Mais tout contentieux climatique ne vise pas nécessairement à établir une responsabilité au sens juridique ou en tout cas civil du terme, c'est-à-dire que tout contentieux climatique ne tend pas à déboucher sur la condamnation d'un auteur considéré comme coupable, à payer des dommages et intérêts à une victime ou à cesser un comportement considéré comme illicite. Il existe en effet des recours dont l'objet, par exemple, une demande en annulation d'une autorisation administrative, d'un projet ou d'un ouvrage industriel. Par exemple, dans une affaire Earthlife Africa Johannesburg, le juge sud-africain a condamné le défaut de considération des incidences des changements climatiques lors de la délivrance d'une autorisation environnementale d'un projet de centrale thermique à charbon par les autorités publiques. La Cour a par exemple ordonné la suspension de l'autorisation jusqu'à ce que la direction du ministère de l'Environnement réexamine l'évaluation. La décision Urgenda rendue par le tribunal de La Haye en 2015 est également un autre exemple d'une action, d'un contentieux climatique qui débouche sur une injonction faite par le tribunal à l'État de prendre des mesures de lutte contre le réchauffement climatique. De plus, au sein des actions en responsabilité climatique, il faut encore distinguer selon que le défendeur au procès est une entreprise ou l'État. Par exemple, la responsabilité de l'État est souvent recherchée sur le fondement de son inaction en matière climatique. La faute est alors caractérisée par la violation d'une obligation positive de prendre des mesures de réduction de l'émission des gaz à effet de serre. C'est par exemple le cas dans le contentieux affaire du siècle. Alors, je précise qu'il n'y a pas de condamnation, mais la demande, le recours était fondé sur la violation d'une obligation positive de prendre des mesures de réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Alors, dans les brefs propos qui suivront, nous ne traiterons que des actions à responsabilité climatique introduites contre des entreprises. Alors, il en existe un certain nombre qui ont du mal à déboucher sur une reconnaissance de responsabilité sur l'octroi de dommages et intérêts. On verra les raisons de ces difficultés, mais on a quelques exemples, notamment l'action du gouvernement de Californie contre General Motors en 2007, où les plaignants avaient demandé des dommages et intérêts aux grandes sociétés automobiles au motif qu'elles contribuaient au réchauffement de la planète et à ses conséquences sur les ressources naturelles de l'État. Il existe également un jugement rendu le 30 novembre 2017 par lequel a été déclarée recevable la plainte d'un agriculteur péruvien contre le géant énergétique RWE en raison
des conséquences de son activité sur le changement climatique et les impacts que ça aurait sur les terres cultivées par un agriculteur au Pérou. On peut également mentionner une affaire ExxonMobil qui a été accusée d'avoir trompé en 2010 et en 2014 ses investisseurs en sous-estimant délibérément les risques financiers liés au réchauffement climatique. Préjudice était estimé entre 476 millions et 1,5 milliard de dollars, mais le procureur a finalement abandonné les principales charges contre l'entreprise. Alors, nous avons ces exemples qui ne sont pas encore très probants en termes de reconnaissance de responsabilité, et il est important maintenant de voir pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est difficile d'engager la responsabilité climatique d'une entreprise? Alors, ça se heurte à de nombreux obstacles, résultant, en tout cas en droit français, de l'application du droit de la responsabilité civile délictuelle au fait de changements climatiques. Les conditions classiques pour engager la responsabilité civile délictuelle d'une personne sont le fait générateur, le préjudice et le lien de causalité entre les deux. Alors, en matière de responsabilité climatique, aucune de ces trois conditions ne relève de l'évidence. Même si, bien sûr, c'est la caractérisation du lien de causalité qui s'avère le plus difficile à réaliser. Alors, quant au fait générateur d'abord, il faut reconnaître qu'il n'existe pas encore de fait générateur propre à la responsabilité climatique. Il n'y a pas de régime spécial pour fait de réchauffement climatique ou d'atteinte au climat. Il faut donc se rabattre sur des faits générateurs classiques que sont la faute, c'est la violation d'une norme juridique légale ou la violation d'un standard de comportement, ou alors des faits générateurs non fautifs, comme par exemple le trouble anormal du voisinage. Alors, la recherche de la faute n'est pas évidente parce que le simple rejet de CO2 dans l'atmosphère, fût-il dans des quantités très importantes, n'apparaît pas de prime abord contraire au droit. Au contraire, par exemple, la création du marché de quotas d'émissions de gaz à effet de serre a soumis en fait l'émission des gaz à effet de serre à la détention d'un nombre de quotas correspondants, mais il n'y a pas d'obligation, plutôt il n'y a pas d'interdiction d'émettre du CO2. Il y a simplement l'obligation d'acquérir, y compris en payant, un nombre de quotas équivalent à la quantité de CO2 émise. Alors, dans le contentieux américain, on voit des demandes qui sont assez originales. Notamment, il y a une série d'affaires dans lesquelles des grandes villes américaines ont intenté des recours contre des grandes majors du pétrole et elles leur ont reproché d'avoir financé, en connaissance de cause, la fabrication du doute sur les effets dommageables de la production d'énergie fossile. C'est donc le financement du lobby, on va dire, de la négation de la cause anthropique du réchauffement climatique. Bon, je n'ai pas encore d'informations supplémentaires sur ces contentieux, mais il sera très intéressant de voir s'il débouche. Alors, on peut citer en droit français un texte très intéressant qui est la loi du 17 mars 2017, qui est la loi de devoir de vigilance. Ce texte impose à certaines sociétés d'établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance et d'identification et de prévention des risques d'atteinte graves aux droits humains et à l'environnement. Alors, l'association Sherpa, entre autres, a assigné Total devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 28 janvier 2020, et elle invoquait en fait la violation du devoir de vigilance par Total parce que l'entreprise n'avait pas, dans la rédaction de son plan de vigilance, pris en compte les risques environnementaux causés par sa contribution au réchauffement climatique. Alors, le tribunal judiciaire de Nanterre n'a pas répondu au fond pour l'instant, c'est simplement reconnu incompétent et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce. Alors, quant au préjudice climatique, le préjudice climatique, c'est peut-être ce qui peut sembler le moins compliqué, en tout cas en théorie générale de la responsabilité civile, puisque on a deux grands postes de préjudice distincts qu'on connaît déjà. Il y a les préjudices causés aux êtres humains, que ce soit à
un individu ou à une collectivité d'individus. Ces préjudices peuvent être des préjudices économiques, des préjudices moraux, des préjudices corporels, notamment atteinte à la santé. Bon, là, ce sera des preuves scientifiques ou des preuves chiffrées de ces préjudices qui ne seront pas forcément évidents à apporter, mais en théorie générale de la responsabilité civile, ça ne pose pas trop de problèmes. Il y a également l'autre grand poste de préjudice, c'est le préjudice écologique, c'est-à-dire le préjudice causé aux vivants non humains, hein, c'est-à-dire aux écosystèmes directement ou alors même à la biosphère. Alors, le principe de cette réparation a longtemps été contesté en droit positif, mais par la loi biodiversité de 2016, enfin, par l'arrêt Erika, fondateur en la matière, et puis ensuite légalisé par la loi biodiversité. Aujourd'hui, dans le Code civil, nous avons un article 1246 qui dispose, sans embâche, sans aucune hésitation, toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. Donc, si on considérait qu'il y avait une atteinte au climat, de prouver, de démontrer, eh bien, il serait possible sur ce fondement de le réparer. Ceci étant dit, ce texte n'est pas universellement adopté. Il y a peut-être encore de nombreux systèmes juridiques qui ne connaissent pas encore ce principe. Enfin, et là c'est le plus compliqué, c'est le lien de causalité. Alors, c'est vraiment une question complexe, en ce sens c'est une question multiple. Pour établir une responsabilité climatique, il faut établir un cascade de liens de causalité. Il y a tout d'abord le lien de causalité entre émissions anthropiques de gaz à effet de serre et réchauffement climatique. Alors, c'est aujourd'hui de moins en moins contesté et discuté, mais on imagine que dans le cadre d'un procès, ça sera encore un point de discussion. Il faut ensuite établir le lien de causalité entre le réchauffement climatique, d'une part, et un événement climatique déterminé, d'autre part. Par exemple, une canicule, une inondation, un cyclone ou encore un tsunami. Il faut enfin établir un lien de causalité entre la contribution d'une entreprise donnée au réchauffement climatique et le dommage subi par la personne qui se prétend victime et qui serait demanderesse au procès. En outre, se poserait la question du partage de responsabilités entre les différentes entreprises fortement émettrices de CO2, parce que, en effet, aucune d'entre elles ne peut se voir imputer à elle seule la totalité du réchauffement climatique ou encore de ses conséquences. Alors, à ce sujet, le rapport HEED propose des pistes de réflexion en déterminant les parts de marché respectives des entreprises et ainsi en répartissant en quelque sorte les fautes de chacune dans le réchauffement climatique. Alors, ça, ce sera à peu près vraiment brossé à très grands traits, hein, la situation en droit français. Sauf que, bon, on imagine bien hein, que les litiges climatiques seraient quasiment tous internationaux. Et donc, la question se pose de savoir comment combiner les règles du droit français avec, voilà, peut-être les règles d'autres droits internes. Alors, comment ça se passerait dans un contentieux transnational? Finalement, c'est la question du caractère d'ordre public de la responsabilité climatique des entreprises qu'il s'agit de poser. Alors, j'ai peut-être prononcé un gros mot, hein, ordre public environnemental. Qu'est-ce à dire? Alors, contrairement à l'ordre public traditionnel ou à l'ordre public économique, qui sont relativement bien connus et auxquels la jurisprudence fait ponctuellement référence, la notion d'ordre public environnemental se fait encore assez discrète en droit positif. C'est ce qui m'a poussé à y consacrer ma thèse, puisque j'ai écrit ma thèse de doctorat sur l'ordre public environnemental et le contrat de droit privé. Alors, malheureusement, je n'ai traité le sujet qu'en droit interne, mais comme on dit, hein, qui trop embrasse, mal étreint. Alors, en droit interne, j'ai démontré qu'au sein du droit de l'environnement, un grand nombre de dispositions s'imposent aux personnes privées et que celles-ci ne peuvent pas les aménager contractuellement. J'ai choisi de qualifier l'ordre public environnemental, l'ensemble des règles juridiques impératives de protection de l'environnement. L'ordre public environnemental doit alors se définir comme un ordre de conservation de l'intérêt environnemental, dans l'intérêt des générations présentes, mais également des générations futures. Ces règles se trouvent certes dans le Code de l'environnement, par exemple les obligations de compensation environnementale, la mise hors de commerce des espèces en voie de disparition ou encore des produits dangereux pour l'environnement.
Mais elles peuvent également se trouver dans le Code civil, article 1246, l'obligation de réparer le préjudice écologique. Elles peuvent également se trouver dans le Code des transports, le Code de l'énergie, du commerce, ou encore le Code rural et de la pêche maritime. Alors, en quoi cette notion d'ordre public environnemental est-elle intéressante, en tout cas en droit civil? Eh bien, parce que l'article 6 du Code civil dispose classiquement qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Ainsi, toute violation par un contrat de l'ordre public environnemental pourrait être sanctionnée par sa nullité totale ou partielle. Alors, quel est le lien entre la notion d'ordre public environnemental et les contentieux climatiques? Le lien n'est pas évident a priori, mais il n'est tout de même pas négligeable. Certes, il convient de distinguer l'ordre public substantiel et l'ordre public procédural ou encore l'ordre public international. Les trois ne se recoupent pas nécessairement. Mais le caractère d'ordre public d'une règle substantielle en droit interne, par exemple l'obligation de réparer le préjudice économique, préjudice écologique, va souvent jouer un rôle en matière d'ordre public processuel ou international. Par exemple, la Cour suprême de Colombie a reconnu le 5 avril 2018 que la protection de l'Amazonie était une composante de l'ordre public mondial, de l'ordre public international. Donc la question qui se pose est de savoir quelle est la marge de manœuvre des parties pour recourir aux modes alternatifs de règlement des différends en présence de l'ordre public environnemental et en matière de contentieux climatique en particulier. Merci Monsieur Lequet. Maître Thieffry, je vous passe la parole. Merci Alexandre et merci aux organisateurs de ce webinaire et en particulier à Diana Paraguacuto-Maeo, présidente de la Global Pond Conference, qui m'a fait l'amitié et l'honneur de m'inviter à évoquer ces délicates et importantes questions avec vous. Ce que je ferai sous l'angle de l'arbitrage, puisque d'abord nous intervenons notamment dans le cadre de la Paris Arbitration Week. Deuxièmement, c'est mon activité, c'est devenu mon activité exclusive depuis 2 ans. Et troisièmement, et peut-être surtout, la raison pour laquelle il m'a été demandé d'intervenir est sans doute liée au rapport de la task force de la CCI sur l'arbitrage des litiges liés au changement climatique que j'ai eu l'honneur de co-présider avec Wendy Miles et qui a été récemment publié. Et ce, d'autant plus que contrairement à ce que pourrait laisser penser son titre, il traite aussi des ADR, des MARD, qui sont donc particulièrement au cœur des travaux de votre Global Pond Conference. En 2 mots, le rapport de la task force que j'ai donc co-présidé estime que les rapides et les profondes transitions auxquelles le rapport du GIEC 1,5 degré invite et même qu'il déclare nécessaire, ce rapport de la CCI considère que ces transitions donneront nécessairement lieu à de nouveaux investissements et à de nouveaux contrats et par conséquent à de nouveaux différends. La task force a considéré que l'arbitrage et les MARD pouvaient apporter une contribution positive à la mise en œuvre des mesures de limitation et d'adaptation. Vous connaissez les 2 volets principaux du droit du climat, dès lors qu'ils offrent des modes alternatifs par rapport aux juridictions étatiques, en particulier en l'absence bien entendu d'une juridiction internationale, ça n'est pas à l'ordre du jour et ça n'est pas prévu d'y être, en particulier en considération de la flexibilité des procédures. Alors, c'est un grand rapport de 66 pages serré, et encore c'est résumé. La task force comprenait 125 spécialistes de 25 pays et le rapport a été approuvé par la Commission internationale de l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale qui comprend entre 1050 et 1100 membres de tous les pays. Et je peux vous assurer que les discussions ont été sérieuses et notamment avec nos amis américains particulièrement intéressés aujourd'hui par le multilatéralisme, comme vous le savez parfaitement. Alors, une partie significative du travail de la task force va me permettre de répondre à la première question qui m'est posée et qui est celle du type de contentieux climatique qui existe, ou plutôt de manière prospective, auquel il faut s'attendre. Effectivement,
contrairement à ce que j'avais imaginé, nous avons passé pas mal de temps à commencer par cerner l'objet de l'étude et donc définir le champ d'application de ce qu'on peut appeler des litiges liés au changement climatique. Alors, évidemment, on en a finalement recensé 3 catégories pour les besoins de la clarté. La première catégorie est celle de litiges qui sont évidemment climatiques parce qu'ils surviennent en liaison directe avec un projet, un contrat, un investissement ayant pour objet la limitation des émissions de gaz à effet de serre ou l'adaptation au changement climatique, les 2 grands volets de la Convention cadre, du protocole de Kyoto, du protocole de l'accord de Paris, etc. Alors, c'est des activités qui participent, par exemple, à la transition énergétique, c'est la création d'installations de fermes solaires, de parcs photovoltaïques, éoliens. Ça peut aussi être la réhabilitation d'installations hydroélectriques ou la fin de vie de centrales nucléaires ou de toutes autres infrastructures qui y sont liées. Et bien entendu, Pierre en a parlé tout à l'heure, d'opérations sur des droits d'émission de gaz à effet de serre. Bon, ça c'est assez facile. Et c'est ce qu'on s'attendait évidemment à trouver devant nous. La deuxième catégorie était moins évidente, mais moi je l'ai vécue, j'ai envie de dire de l'intérieur, non, mais à travers mon expérience d'arbitre, intervenant beaucoup, je ne veux pas dire spécialisé, le mot est galvaudé, mais dans le domaine environnemental, et c'est en fait tous les différents liés à tous les types d'activités commerciales et industrielles imaginables, non spécifiquement liés à la limitation, l'adaptation ou aux transitions, mais qui vont, eux, être impactés par des phénomènes climatiques. Et là, vous avez absolument tout. Vous avez la construction d'infrastructures, vous avez la fourniture de voitures, vous avez absolument tout ce que vous voulez. Toute opération humaine, finalement, va être impactée. Il ne faut même pas dire peu, même si je sors un peu de ma réserve d'arbitre, va être impactée par des phénomènes climatiques. C'est aujourd'hui à peu près acquis. On aura des problèmes d'adaptation du contrat, de force majeure, de résiliation, d'inexécution. Et le Covid-19, maintenant, est en train, effectivement, de soumettre un peu en laboratoire anticipé ce type de questions aux tribunaux arbitraux et aux experts techniques, en retard, notamment, dans les grands projets de construction et d'infrastructure, puisque, eh bien, on a en petit, aujourd'hui, pardonnez-moi de dire que c'est petit avec un mot de grande émotion, bien entendu, pour les victimes, mais c'est quand même en petit par rapport à l'ampleur de ce que l'on nous annonce comme litige, comme problème lié au changement climatique. La troisième catégorie va encore plus loin. Mais comment peut-on aller plus loin que tous les projets d'investissement et que toutes les relations contractuelles d'affaires? Et oui, on peut aller encore plus loin si on prend en compte ce à quoi Pierre a bien entendu consacré pas mal de ses pensées, c'est-à-dire les victimes tierces, les populations, les voisins, les populations autochtones, proches de projets d'adaptation, de reforestation même, d'installation de capture de CO2, de réhabilitation, proches d'installations photovoltaïques ou solaires, ou éoliennes surtout, par contre. Pardon. Et là, évidemment, on va arriver, après que le litige soit noué, ce qui parle beaucoup aux avocats qui nous écoutent aujourd'hui, évidemment, puisqu'il n'y aura pas de clause d'arbitrage ou de clause de règlement alternatif des différends en place. On passe alors par le compromis. Le compromis, c'est quoi? C'est une convention d'arbitrage conclue après que le différend soit noué, nous apprennent les grands processualistes depuis longtemps. Et effectivement, c'est tout à fait possible. Alors, comment est-ce qu'on va amener les grandes majors, comme disait Pierre, à accepter de se soumettre à l'arbitrage? Eh bien, tout simplement, c'est elles qui sont demandeuses aujourd'hui. Elles sont demandeuses de modes de règlement alternatifs des différends, au sens américain du terme, c'est-à-dire y compris l'arbitrage, parce qu'elles veulent éviter la plurilocalisation des différends. L'affaire RWE, dont Pierre a parlé, cet agriculteur sud-américain qui poursuit la plus grande compagnie électrique
allemande, eh bien, elle pourrait être portée devant 20, 30, 40, 50 juges nationaux de 20, 30, 40, 50 pays dont sont ressortissants des agriculteurs dans la même situation. Ça poserait aucun problème. Et pour une société multinationale énergétique, par exemple, c'est ingérable. C'est bien comme ça qu'on a développé les class actions aux États-Unis quand j'y étais étudiant il y a 30 ou 40 ans. Et c'est bien pour ça qu'on parle aujourd'hui de mass arbitration. Alors, on passerait par des instrumentum juridiques qui pourraient être un peu l'équivalent des offres unilatérales d'arbitrage des traités bilatéraux de protection des investissements, mais qui se trouveraient dans des chartes éthiques d'entreprise, des codes de conduite ou d'autres documents liés à la responsabilité sociale ou environnementale, ou carrément dans des accords ad hoc conclus après. Donc voilà pour la typologie un petit peu des litiges auxquels on peut s'attendre. Deuxième point, c'est la deuxième grande question, je crois, qui est posée, c'est par quels moyens les appréhender, par quels moyens procéduraux les résoudre. Alors là, je viens au deuxième point important, à mon avis, du rapport de la task force que j'ai eu l'honneur de présider, et c'est celui qui avait pour mission où nous avions pour mission de valider le fait que les procédures de la Chambre de commerce internationale, là c'est un peu monocentré évidemment, mais elles sont très représentatives des procédures internationales, étaient appropriées pour traiter ce genre ce type de différends. Alors comme je n'ai plus que 5 minutes et 16 secondes et 15 secondes maintenant, je ne vais pas les détailler, je vais vous renvoyer aux 66 pages, mais je vais vous dire quand même, pour commencer, quels sont les points que nous avons envisagés. L'expertise scientifique et juridique, les mesures et procédures de résolution rapide des différends, les questions de droit du fond, de droit substantiel, mais Pierre a commencé à les aborder, la transparence de ces procédures ou la confidentialité, l'implication des tiers et la question des coûts qui vous intéresse particulièrement, je crois, Alex. L'expertise. Alors là, il est évident qu'on a plein de façons de faire entrer en jeu de l'expertise. En arbitrage international, on peut avoir aussi bien des experts nommés et recrutés et rémunérés par les parties, alors anglo-saxonnes, que des experts nommés par le tribunal ou les deux. Il existe toutes sortes de solutions pour non seulement avoir recours à cette expertise technique ou juridique, parce que l'arbitre tranche dans des droits étrangers, dont il n'est pas diplômé, mais aussi pour carrément recruter, nommer, composer des tribunaux comprenant des arbitres eux-mêmes, soit techniciens, mais il faut, pensons-nous toujours au moins un juriste pour assurer la régularité de la procédure, parce que sinon on risque l'annulation de la sentence à la sortie, soit des juristes compétents dans ces domaines. La rapidité des procédures et, si possible, leur terminaison, pardon pour cette expression, prématurée, early termination. Et là, je pense évidemment beaucoup aux activités de la Global Pound Conference et aux MARD, aux ADR, comme je dis moi en bon américain. Et là aussi, tout est possible non seulement à la Chambre de commerce internationale, mais ailleurs, la médiation, la conciliation, la détermination par expert determination, bon, les arbitrages d'urgence, les arbitrages accélérés, j'ai pas le temps, il me reste 3 minutes. J'insisterai sur une seule, qui est à mon avis extrêmement porteuse et extrêmement importante dans ce domaine-là, c'est les dispute boards. Les dispute boards ayant une activité d'arbitre essentiellement ou principalement dans le domaine de la construction et des grands projets d'infrastructure, je vois l'utilité tout de suite d'avoir un stand-by dispute board, un dispute board en place du début à la fin du projet, qui va sur le chantier, sur le site au moins 3 fois par an, mais éventuellement tous les mois, qui est juriste, technicien, ingénieur, c'est pas très grave, mais qui est là, qui entend les parties, qui a le pouvoir de leur faire des... Alors ça dépend, c'est du custom made, c'est du cousu humain. Il peut avoir le pouvoir de faire des recommandations, de prendre des décisions, ça dépend ce que les parties lui donnent mandat de faire, mais il est évident que quand vous avez des grands projets de reforestation, d'installation d'installations éoliennes en mer offshore, etc., c'est évidemment très important, très intéressant d'avoir cette façon de gérer prématurément
de prévenir la survenance de réels différends, au sens, encore une fois, procédural, processuel du terme. J'y crois beaucoup, j'y crois à ce point que j'ai demandé moi-même et que j'ai obtenu d'être inscrit sur la liste des dispute boards du centre d'ADR de la Chambre de commerce internationale et que j'attends avec impatience d'aller vérifier sur le terrain moi-même la validité de ce que je suis en train de plaider. Quelques autres points importants, la transparence. La transparence et l'implication des tiers et notamment évidemment des ONG, des associations. Nous sommes dans un domaine qui intéresse de très près l'intérêt général, l'intérêt public, d'où la question de l'ordre public soulevée dans la thèse de Pierre, cela suppose que ces questions-là ne se traitent pas nécessairement, obligatoirement, derrière les rideaux, derrière des portes fermées, comme on pense généralement en matière d'arbitrage, de médiation, de conciliation, de dispute board, etc. L'arbitrage est en train de faire sa mue vers la transparence. On commence par la publication des sentences dès l'année prochaine, au moins si les parties ne s'y opposent pas, mais on publie, et quand je dis on commence les converses, c'est déjà en vigueur, on publie les noms des arbitres, les noms des conseils, les noms des parties, et on dit qui est nommé dans quoi, etc., pour permettre de savoir ce qui se passe. On permet, et je dois aller maintenant très très vite puisqu'il me reste 30 secondes, on permet aux ONG, aux riverains, aux intéressés d'intervenir, alors peut-être pas comme partie à la procédure, même s'il existe des règlements d'arbitrage que de la Cour de justice africaine, mais il est possible en tout cas de permettre à des intéressés de ce type de déposer des observations sous la forme d'amicus curiae, les amis de la Cour. Alors je termine, et je vais déborder, je crois, de 45 secondes, mais je termine en disant, par contre, dans le rapport de la CCI, il n'y a pas ce que Pierre a abordé, même pas au niveau international, c'est-à-dire du droit substantiel. Or, par contre, nous sommes tout à fait conscients que nous ne préjugeons en rien de la recevabilité de ce type d'action, de l'existence de causes d'action, au fond, au sens processuel. Des questions comme l'adaptation de la force majeure, de la frustration, du hardship, ou de l'illégalité de la transaction, et encore moins de la causalité et de l'imputabilité qui sont, comme Pierre l'a dit, tout à fait fondamentales. Les parties pourraient conduire un tribunal arbitral à s'y intéresser de manière plus positive si, comme c'est de plus en plus le cas, dans les tribunaux d'arbitrage, il faisait référence aux objectifs de la Convention 4 des Nations Unies, de l'accord de Paris et autres, aux objectifs climatiques dans le préambule, par exemple, de leur contrat, c'est de plus en plus fréquent. Il peut y avoir, non pas un fondement contractuel, mais un fondement délictuel. On va encore au-delà du champ de recherche de Pierre. Je vous dirais que je suis très heureux que la task force ne s'y soit pas attaquée et que je n'ai plus le temps d'en parler aujourd'hui, parce qu'en tant qu'arbitre, je préfère réserver ma position pour entendre les parties et ne pas m'exprimer à l'avance et soulever le problème des issues. Et puis alors, il reste la toute dernière question, et j'arrête là-dessus, qui est la plus prégnante de toutes, qui est le nerf de la guerre. Financer ces procédures. Et là, je crois comprendre à l'extrême que j'empiète sur le domaine de vos recherches et je vous passe donc le relais. Voilà. Merci beaucoup Patrick, et bravo pour le timing, c'était parfait. Je vais m'efforcer de faire aussi bien. Effectivement, je pense que la question, vous l'avez bien rappelé, du financement de contentieux de manière générale, c'est toujours une question centrale, mais je pense qu'elle l'est encore plus pour les contentieux climatiques, et ce pour deux raisons. La première raison, vous l'avez bien mise en lumière tous les deux, c'est la complexité de ce type de contentieux. À la fois la complexité juridique, comme Monsieur Lequet l'a bien démontré, pour pouvoir établir qui va être responsable, quel droit on va appliquer, etc. Mais aussi la complexité au sens technique et scientifique du terme, comme Monsieur Thiepry l'a montré. Tout cela va obliger un certain nombre d'acteurs à devoir intervenir dans ce type de procédure, et donc nécessairement les coûts vont rapidement ou risquent rapidement de monter. Deuxième chose, deuxième raison, c'est que
assez souvent, on risque de se retrouver avec des parties au contentieux qui ne vont pas être dans la même situation économique. Bien souvent, on pourra avoir un demandeur qui sera dans une position précaire économiquement, que je vais appeler une partie faible ici, alors que en défense, on aura un défendeur qui, bien souvent, n'aura pas de difficultés pécuniaires. On pourra avoir soit une grosse entreprise ou même aller jusqu'à avoir un État en défense. Et donc, effectivement, on aura un déséquilibre important au niveau économique entre les parties. Ce déséquilibre, il pourra aller parfois jusqu'à l'extrême, où le demandeur sera dans une situation d'impécuniosité, c'est-à-dire qu'il n'aura même pas les moyens de pouvoir aller faire entendre sa cause devant le juge. Alors, pour des soucis de temps, je ne pourrais pas rentrer en détail dans le cas de la partie impécunieuse, parce qu'ici, ça soulèverait les questions de déni de justice. Donc, j'assimilerais la partie impécunieuse à la partie faible qui a tout de même accès aux procédures judiciaires ou arbitrales. Et aussi, je prendrais comme exemple un contentieux qui se réglerait devant un tribunal arbitral dans le cadre d'un arbitrage institutionnel. Donc, si on a une partie faible qui se retrouve à devoir lancer une procédure d'arbitrage pour faire entendre sa cause, mais que malheureusement, elle se rend compte que financièrement, elle a de gros problèmes de trésorerie, quelles sont les solutions qui s'ouvrent à elle? Alors, depuis quelques années, depuis le début des années 90, on a une industrie qui s'est développée, qui est l'industrie du financement de contentieux. En anglais, on l'appelle le litigation funding. C'est une industrie qui est très variée, qui a commencé à se développer en Australie, je le disais, au début des années 90, et qui a fait son chemin jusqu'en Europe et jusqu'aux États-Unis, et qui s'est particulièrement développée en Europe à la suite de la crise de 2008. Comme beaucoup d'entreprises se sont retrouvées avec des problèmes de trésorerie importants, elles avaient tendance à être obligées d'abandonner les différents contentieux qu'elles voulaient lancer. Et de ce fait, elles ont rencontré des acteurs de l'industrie du financement de contentieux qui en ont profité pour venir offrir leurs services. Alors, dans l'exposé que je vais présenter, je présenterai 3 voies de financement qui peuvent être offertes à la partie faible. Première sont les voies de financement classiques. Ensuite, les voies de financement que j'ai qualifiées d'originales. Puis les voies de financement espérées, celles qui n'existent pas encore, mais que peut-être pourraient être développées dans le cadre des contentieux climatiques. Les voies de financement classiques, ici, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. La première, la plus classique, celle à laquelle on pense tout de suite, c'est le prêt bancaire. Une entreprise qui a des problèmes de trésorerie et qui ne peut pas financer son contentieux arbitral, elle pourrait avoir le réflexe d'aller se tourner vers sa banque. L'avantage de ce type de financement, c'est que si elle arrive à obtenir le prêt bancaire, elle aura le financement de l'entier de sa procédure, à la fois les frais d'avocat, les frais de procédure au niveau de l'institution et paiement aussi pour les honoraires des arbitres. En revanche, ce qui va être compliqué, ça va être d'obtenir ce prêt. Si la société et la partie faible est déjà dans une situation économique difficile, sans garantie, il y a très peu de chances que la banque octroie ce type de prêt. Aujourd'hui, à ma connaissance, aucune banque n'est spécialisée dans ce type d'offre de prêt bancaire, et la difficulté, c'est que la banque aujourd'hui va vouloir regarder quelle est la capacité de l'emprunteur à pouvoir rembourser le prêt. Elle va pas être en mesure d'évaluer les chances de succès du contentieux. Donc, quand bien même vous auriez une partie faible qui aurait un très bon dossier, une très bonne demande, qui aurait beaucoup de chances d'aboutir, c'est pas un argument qu'elle pourra développer devant la banque, qui va simplement regarder quelle garantie elle aura pour rembourser le contentieux, le prêt. Deuxième souci, c'est si le contentieux est perdu devant le tribunal arbitral, il faudra tout de même rembourser le prêt. Et si la société est déjà dans une situation économique précaire, ça peut la conduire à la liquidation. Deuxième voie de financement classique, ça va être l'assurance. Alors, côté demandeur, il faudrait qu'on ait un demandeur qui soit couvert par une police d'assurance qui accepterait de couvrir les frais engagés. Donc, c'est en fait les polices d'assurance de protection juridique. Aujourd'hui, pour les contentieux arbitraux, à ma connaissance, il y en a très peu. Et ici, on fait en plus sur un type de contentieux particulier qui
engagerait beaucoup de fonds, beaucoup d'argent, et les assureurs seraient probablement réticents à faire ça. Deuxième point, et là je rebondis sur ce que Maître Thieffry évoquait, si on est sur un cas de arbitration ou de class arbitration avec une pluralité de demandeurs, il faudrait avoir un assureur qui couvre l'entièreté de la classe. Et là encore, ça me paraît compliqué. Alors peut-être qu'on pourrait avoir un accord qui se ferait, c'est ce qu'on appelle les assurances after the event, qui arriverait donc une fois le contentieux lancé, mais la prime d'assurance à régler dans ce genre de police d'assurance est extrêmement élevée. Donc là, le frein pour évidemment pour le demandeur qui est en situation précaire au niveau financier, ce serait d'avoir ces fonds, de pouvoir débloquer ces fonds. Autre point, en général, dans les polices de protection juridique, on a une clause de direction de procès qui va transférer la direction du procès à l'assureur. Ici, on pourrait avoir quelques problèmes de conflit d'intérêts. Qu'est-ce qui se passera si les intérêts du demandeur divergent de celui de l'assureur? Et puis, une autre hypothèse qui pourrait se présenter, qu'est-ce qui se passe si on se rend compte que l'assureur en question est aussi l'assureur du défendeur? Est-ce qu'il n'aura pas intérêt à transiger? Bon, c'est des questions qui pourraient se poser. Donc, c'est pas peut-être pas une solution miracle, j'ai envie de dire. Deuxième type de voie de financement, les voies de financement originales, qui sont des voies de financement qui existent déjà. La première, celle du tiers financement. Le tiers financement, qu'est-ce que c'est? C'est des fonds d'investissement qui vont financer l'entièreté de la procédure d'une entreprise, donc d'une partie faible, en échange d'un pourcentage des dommages et intérêts qui vont être octroyés en cas de victoire du contentieux. Si le contentieux est perdu, le tiers financeur, lui, perd son investissement. Donc, cette formule, elle a beaucoup d'avantages pour la partie faible parce qu'il n'y a pas d'argent à avancer pour la partie faible. Et surtout, si elle perd son contentieux, elle n'aura pas à rembourser, contrairement aux prêts bancaires, une quelconque somme auprès du tiers financeur. De même, c'est une solution de financement qui est globale. Ici, les frais d'arbitrage sont pris en compte, les honoraires d'avocat, tout est pris en compte. Mais, parce qu'il y a un mais, évidemment, c'est pas une solution parfaite. Le vrai problème du tiers financement, c'est le caractère extrêmement sélectif qui est fait par les fonds. Les fonds, aujourd'hui, ils ne financent environ que 5% des dossiers qu'ils reçoivent. Et sur un contentieux type contentieux climatique extrêmement risqué, je pense qu'on tomberait même en dessous de ces 5%, très probablement. Donc, miser sur le tiers financement pour pouvoir avoir un financement du contentieux climatique de manière globale, c'est impossible parce que le business model des tiers financeurs ne pourrait pas tenir et donc il n'y a pas de fonctionnement à grande échelle qui pourrait, ça pourrait pas marcher pour tous les demandeurs. Ça marcherait pour les élus, les 5% potentiels. Deuxième moyen de financement qui n'est pas très développé en France, ce serait le pacte de quota litis. Pacte de quota litis qui est normalement interdit, là je vais faire bondir tous les avocats, mais qui, par dérogation, est autorisé dans le cadre de l'arbitrage international. Les avocats français ont le droit d'y avoir recours, alors ça depuis 1991. C'est assez méconnu, mais les juridictions françaises l'ont autorisé pour qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence entre les avocats français et leurs confrères anglo-saxons. Là, ça pourrait être une solution intéressante, mais la limite de ce type de financement serait que, en général, le pacte de quota litis ne va rémunérer que l'avocat. Donc, il faudrait encore réussir à trouver des fonds pour pouvoir rémunérer les arbitres. Alors, ça dépend. Ils peuvent pas toujours tout englober comme financement. Mais si on en croit les statistiques de la CCI, les frais d'avocat en arbitrage international, ils représentent à peu près 80% des frais totaux. Il y a 5% pour l'institution et 15% pour le tribunal arbitral. Donc, ça pourrait être une solution qui permettrait de financer tout du moins une bonne partie des frais. Dernière voie de financement, qui sont les financements espérés. Et ici, il faudrait que les institutions arbitrales jouent un plus grand rôle, en fait, je pense. Premier point, ça pourrait être de faciliter le fait que le défendeur, qui lui n'a pas de problème de financement, prenne à sa charge le financement des frais de la partie faible. Alors,
là encore, il faudrait discuter. Est-ce que ce serait simplement les frais de procédure, ce qu'on entend comme frais de l'institution et frais du tribunal arbitral, ou est-ce qu'il pourrait aller jusqu'à prendre aussi les frais de défense, les honoraires d'avocat de l'autre partie, sachant que les avocats français, si je ne me trompe pas, n'ont pas le droit d'être payés par d'autres personnes que leurs clients. Donc, bon, ça soulèverait des questions. Et un autre frein qui pourrait exister, c'est qu'aujourd'hui, les institutions arbitrales, elles sont sur un marché concurrentiel. Et peut-être que le fait de mettre en place un système de la sorte, peut-être que ça pourrait leur faire peur de paraître moins intéressante que d'autres institutions qui ne mettraient pas en place ce type d'obligation. Une autre chose qui pourrait être intéressante à développer par les centres d'arbitrage, ce serait peut-être la création de ce que j'appelle un fonds de financement pour les parties faibles dans les contentieux climatiques. On pourrait imaginer que les institutions prélèvent 1% ou 2% sur les autres types de contentieux. Alors, je sais que ce type d'initiative on a déjà essayé de les mettre en place sans succès parce que il est vrai que les utilisateurs aujourd'hui se plaignent déjà du coût trop important de l'arbitrage et que, encore une fois, les centres étant sur un marché concurrentiel, peut-être qu'ils ne seront pas enclins à mettre en place ce type de solution. Mais je pense que, comme Maître Thieffry le soulignait, c'est que contrairement aux autres contentieux arbitraux qui en général ne font qu'opposer des intérêts privés, ici sur le contentieux climatique, on a une réelle dimension d'intérêt général et de défense du droit humain. Donc peut-être que cette dimension-là, qui est beaucoup plus forte que dans les autres contentieux, elle pourrait permettre la mise en place de ce type de fonds et donc permettre un type de financement, tout du moins une partie des frais, de financer une partie des frais des parties faibles. Donc simplement pour conclure très rapidement, je pense que le financement de ce type d'action sera pas facile à mettre en place, mais que sa réussite, elle sera dans le panachage en fait. Il faudrait réussir à faire en sorte que une partie des institutions, une partie peut-être une partie soit financée par le défendeur, une partie par l'institution, une partie par le tiers financeur, par les acteurs plus classiques du financement comme les banques. Et si on arrive à répartir le financement, à le panacher, eh bien, on arrive à répartir le risque et, in fine, on arriverait peut-être à avoir un financement qui serait complet et qui atteindrait les 100%. Voilà. En conclusion. Donc, je pense que maintenant, on va pouvoir passer aux différentes questions qui nous ont été posées. Alors, je viens de recevoir oui, on a une liste de questions, effectivement. Ouais. Alors, une première question qui était pour Pierre. On voulait donc Dominique Jamois qui voulait savoir si vous pouviez diffuser les sources, si vos sources seraient diffusées. On vous entend pas, Pierre. Je pense que votre micro est coupé. Oui, effectivement, je vais diffuser quelques sources. Bon, alors là, j'ai donné des références à deux, trois procès, pas plus. En revanche, voilà, il y a des papiers doctrinaux qui existent depuis maintenant quelques années. J'en indiquerai également quelques-uns. Alors, comme ouvrage de référence, il y en a de très nombreux. Dans la revue, l'article de revue. En ce moment, celle qui publie le plus en français, en tout cas sur le sujet, c'est la revue de LexisNexis, énergie, environnement, infrastructure, notamment les travaux de Martha Torre-Schaub. Et puis, il y a un ouvrage collectif, entre autres, dirigé par monsieur Huglot, Christian Huglot. Mais bon, il y a plein d'autres choses. Je donnerai voilà, une petite synthèse une petite synthèse des documents sur cette question. Alors, j'avais une deuxième question également qui m'était posée c'est de savoir si les litiges liés au réchauffement climatique et émissions à effet de serre ont déjà été résolus par la médiation ou l'arbitrage. Pas autant que je sache.
Alors bon, après, on sait que ces modes alternatifs de résolution des différends sont, en tout cas pour l'instant, plutôt discrets, hein, qu'ils aiment la confidentialité. Or, si vous voulez, la responsabilité climatique, elle n'a pas encore atteint un grand degré de normativité, hein, de maturité normative. Pour l'instant, c'est une stratégie des différents acteurs de faire surtout des contentieux, alors soit des contentieux, on va dire administratifs, pour forcer l'État à agir, pour retirer des autorisations à des projets qui iraient à l'encontre des engagements climatiques. Mais contre les acteurs privés, c'est plutôt des procès, à mon sens, hein, on est plutôt dans des procès symboliques où voilà, on essaye de faire en sorte que les juges se positionnent, qu'ils commencent à réfléchir, et puis pour faire progressivement monter la pression sur les États. C'est pour ça que, bon, pour l'instant, on est plutôt devant des juridictions, on va dire, étatiques. Patrick, vous voulez peut-être intervenir avec votre expérience? Oui, j'ajouterais que, évidemment, Pierre a tout à fait raison, mon micro est bien branché, oui. Pierre a tout à fait raison dans le contexte des démarches procédurales visant à faire prendre plus de mesures législatives et administratives et incitatives plus protectrices du climat et de l'environnement. Là-dessus, je n'ai rien à dire. Par contre, si on prend une acception plus large du litige climatique, comme je l'ai fait tout à l'heure avec mes 3 catégories, alors il faut dire quand même que, et je réponds à Diana en passant, il y a déjà des arbitrages qui portent sur des opérations sur quota d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a des affaires pendantes à la Cour permanente d'arbitrage et je lui soufflerai le nom d'une arbitre qui siège actuellement, ce que je ne peux pas faire ici. Il y a, et puis, il y a tout ce qui a trait à des problèmes de construction, d'installation et d'exploitation de fermes éoliennes, on dit des parcs solaires et des fermes éoliennes, je ne sais jamais, bon, voilà. Il y a des différents en matière d'énergie hydroélectrique, d'exploitation de barrages qui conduisent l'exploitant à devoir avoir ressources à, je vais aller vite, une centrale à charbon parce que son barrage n'est pas aussi efficient qu'on le lui avait promis. Pouf, vous avez un litige qui peut tomber dans le climatique. Et puis pensons aux dizaines, aux cinquantaines, hein, on a dépassé la cinquantaine de sentences d'arbitrage déjà tranchées ou pendant en matière de soutien public justement au photovoltaïque. C'est toutes les affaires espagnoles, tchèques, etc., etc. Et là, vous avez, c'est la toute première, c'est l'affaire Charan, la sentence Charan qui est sur Internet. Bon, tout ça, pour moi, ça rentre quand même aussi dans le... Et donc, il y a. Merci. Alors, moi, j'ai une petite question pour Pierre. Vous avez parlé du rapport IDE dans votre présentation. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus parce que vous l'avez simplement mentionné quand vous parliez du lien de causalité, si je ne me trompe pas. Alors, effectivement, c'est un rapport qui est très important. Il date des années 2013-2014, et c'est un rapport scientifique qui comment dirais-je, qui a analysé l'historique des émissions de gaz à effet de serre, des émissions anthropiques, depuis le début de l'ère industrielle. Et en fait, les auteurs du rapport se sont efforcés de quantifier les émissions en fonction des secteurs d'activité et notamment d'identifier quelles sont les entreprises qui ont le plus contribué à ces émissions. C'est pour ça que le rapport s'appelle également Carbon Majors, à savoir les 90 entreprises qui ont le plus contribué à ces émissions. Et donc, le rapport permet en fait de faire la part, enfin essaye de faire la part
entre les différentes entreprises dans l'historique des émissions de gaz à effet de serre. D'accord, merci. Patrick, j'avais une question aussi sur je voulais vous demander votre avis sur la question des mesures conservatoires dans ce type de contentieux, parce qu'on sait que ça va être un point important, c'est un point important, être capable de réagir assez vite, et puis parfois il faudra être capable de prendre des mesures conservatoires. Est-ce que vous pensez que ces mesures, elles doivent être de la compétence du tribunal arbitral, ou est-ce qu'elles doivent rester entre les mains des juridictions nationales? Non, inter partes, entre les parties à une instance arbitrale, à mon sens, peuvent être de la compétence du tribunal arbitral, voire selon la lex arbitri, la loi applicable à l'arbitrage, elles sont de la compétence exclusive du tribunal arbitral. Ça pourrait être, voilà. Et il y a aussi l'arbitre d'urgence qui est développé maintenant dans toutes les institutions d'arbitrage et dont c'est la fonction. Mais ça, c'est inter partes, c'est entre les parties à un accord d'arbitrage ou à une instance arbitrale. Maintenant, un tiers, si moi demain vous me mettez une éolienne à côté de chez moi, ben, je vais faire comme tout le monde, je vais aller voir le juge national pour m'y opposer. Bien sûr. Je caricature parce qu'il est tard. C'est pas sûr que je le fasse, mais c'est quand même un dilemme. Hein. C'est environnement contre environnement. Voilà. Quand j'ai commencé à enseigner cette matière, je n'avais pas d'exemple de tension environnement contre environnement. Aujourd'hui, on peut en citer des dizaines. Est-ce que je peux dire un mot? Bien sûr, je veux. Il y a une question qui a été posée, est-ce que les services RSE des entreprises sont bien conscientes de tous ces enjeux? Je pense qu'il n'est pas étonnant que Pierre et moi, de nos points de vue différents, nous ayons peut-être des impressions différentes. Personnellement, je serais beaucoup plus nuancé que la réponse qu'il a faite. Je crois que les entreprises structurées qui ont des services de RSE et qui ont des enjeux sont quand même très, très partie prenante. Et je vous renvoie aux prises de position de la Chambre de commerce internationale, exemplifiées par le groupe de travail sur le Pacte mondial pour l'environnement, le projet des Nations Unies que j'ai présidé, et où on voit que les entreprises qui participent à ce type de choses, donc les grandes entreprises mondiales, sont à fond demandeuses de fixation d'objectifs ambitieux, de règles exigeantes, parce qu'alors elles peuvent investir. Elles ne sont pas contre, elles demandent une certitude qui leur permette d'investir avec une certaine sécurité. Et c'est toutes les affaires d'arbitrage en matière photovoltaïque que l'on retrouve là. Donnez-nous un terrain assez certain et un level playing field, un champ concurrentiel juste et équitable et pérenne, et nous le ferons parce que l'acceptabilité sociale est essentielle et les entreprises ne veulent pas être mises au banc de la société, elles ne veulent pas voir se déchaîner contre elles tous les mouvements de fureur populaire que l'on sait aujourd'hui possible et qui ne manqueront pas de survenir si les catastrophes climatiques qu'on nous annonce se produisent. Pardon, j'ai été extrêmement long, je plaide que ça peut donner. Bonne chance au nouveau garde des Sceaux. Une autre question, on vous demande votre avis sur le GIEC. Je ne sais pas, Pierre, si vous voulez intervenir en premier, ou Patrick? Mais la question demande peut-être d'être précise. Elle est un petit peu ouverte. Voilà, c'est ça. Bon, je pense que le rapport... Moi, je ne suis pas technicien. Vous savez, quand je siège en tant qu'arbitre, j'ai parfois 12 experts devant moi sur des domaines différents qui viennent se contredire. Et il faut essayer de trouver la vérité entre eux. Ici, le GIEC, c'est quand même une réunion de gens présumés compétents qui disent des choses que je ne peux pas les traiter comme le président des États-Unis ou le président de l'Union soviétique. Pardon. Oui, c'est l'âge. D'aujourd'hui, avec des daims. On a quand même un warning là. Moi, j'ai été éduqué juridiquement aux États-Unis. Quand vous avez un warning, vous engagez votre responsabilité.
C'est quand même fort. On a une alerte forte. Mais c'est Pierre qui devrait répondre à ça, parce que c'est dans son domaine. Oui, mais je n'ai pas très bien compris. Voilà, je savais pas très bien où voulait en venir la question. Est-ce que c'est la question de la légitimité du GIEC? Est-ce que bon, moi je suis exactement de votre opinion. Elle est précisée. Elle ne fait qu'une synthèse de travaux faits par d'autres. Je ne veux pas m'aventurer là-dessus. Je pense que comme tous travaux scientifiques, et on en a eu la preuve avec la crise sanitaire que nous venons de vivre, il faut toujours tout prendre avec beaucoup de scepticisme. Il faut prendre les opinions des juristes avec scepticisme. Quand vous aurez quelques années de plus, mes chers copanélistes, et que vous aurez vu plaider devant vous des experts en droit de tel et tel pays, l'un dans un sens, l'autre dans un autre sens, vous verrez que les plus grands professeurs peuvent dire exactement le contraire l'un de l'autre sur des questions juridiques que nous, en principe, sommes censés pouvoir appréhender. Alors, en matière technique et scientifique, c'est encore bien plus difficile. Mais il se dégage quand même des généralités. Et quand vous avez... Le droit est plus probabiliste qu'on ne le pense. Et le lien de causalité va se régler en termes probabilistes. On n'a pas d'autre solution. L'administration de la preuve, elle est ce qu'elle est. Mais l'évaluation des preuves, quelque part, elle est probabiliste. Le test français de l'intime conviction du juge, comparé au test anglo-saxon de la more probable than not ou de la beyond a reasonable doubt. Mais tout ça, c'est probabiliste. On parle de doute raisonnable, de plus probable que pas, ou d'intime conviction. On est sur des longueurs d'onde assez proches. Et évidemment que quand vous avez 10, 20, 30, 500, 5000, 50 000 savants devant vous qui vont dire « on va à la catastrophe », vous les écoutez. Ils n'ont pas nécessairement raison. Mais qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Le principe de précaution. D'autant plus que pour un certain nombre d'environnementalistes, en tout cas d'écologistes, la position du GIEC est assez faible, on va dire. C'est-à-dire qu'en réalité, si on regarde tout le panel des positions sur le sujet, la position du GIEC est plutôt mesurée. Je ne dis pas qu'elle est à équidistance entre les deux positions extrêmes, mais on ne peut pas accuser le GIEC d'être une position extrême. J'ai peut-être simplement une dernière question, parce que vous parliez de légitimité. Je voudrais revenir sur la notion de transparence des procédures. Est-ce que jusqu'où elle doit aller en fait cette transparence, selon vous, surtout en matière d'arbitrage commercial, parce que bon, en arbitrage d'investissement, on est en train d'y venir vraiment de plus en plus, mais est-ce qu'il faudra aller jusqu'à la publication systématique des sentences? Est-ce qu'il faut ouvrir les portes des audiences? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors bon, je vous remercie vraiment. Je vois que nous avons quelques minutes de plus qui nous ont été octroyées, donc j'en profite. Je suis passé au-dessus de cette très importante question. J'ai dit trop vite que je pensais que le renforcement de l'acceptabilité sociale des procédures quelconques, d'arbitrage, de médiation, de conciliation, parce que la médiation et la conciliation donnent encore plus une impression de secret, je dis pas de confidentialité, de dissimulation presque, puisqu'on étouffe, on fait passer sous le tapis, il y a des tas d'expressions qui révèlent ça. Donc je crois que c'est très important. Alors, il faut revenir aux bases. Vous m'interrogez dans le cadre de l'arbitrage commercial, ce qu'on appelle l'arbitrage commercial, c'est-à-dire pas l'arbitrage d'investissement qui règle les litiges entre les investisseurs et les États. Dans le cadre de l'arbitrage commercial, il est certain que l'arbitrage est la chose des parties. L'arbitrage a un fondement contractuel, même si des gens comme moi, des idéalistes comme moi, lui voient aussi un fondement juridictionnel, et donc nous arrogeons des pouvoirs que peut-être les parties ne voulaient pas nous donner. Bon, on trouve quand même les fondements dans le règlement, parce que sinon on va à l'annulation de la sentence, donc il faut être raisonnable. Donc l'arbitrage a quand même un fondement contractuel. Ce sont les parties qui, au moment où elles décident d'avoir recours à l'arbitrage, qui peut être très en amont dans une offre unilatérale d'arbitrage, qui peut être un peu en amont dans un contrat ou dans une décision d'investissement, où là on sait déjà ce qu'on va faire et à qui on va qui on va avoir dans sa sphère, pour parler comme Jonas, ou ça peut se faire après que le litige soit noué, et on est dans le cadre du compromis.
c'est les parties qui disent ce qu'elles veulent comme confidentialité. Aujourd'hui, quand elles concluent une clause d'arbitrage Chambre de commerce internationale, elles acceptent la publication. Je vais tout de suite au bout de la procédure, je reviendrai peut-être un mois après. Elles acceptent par défaut la publication de la sentence, quitte à ce qu'en soit évidemment retiré ce qui pourrait poser des problèmes au regard de la RGPD, les noms des témoins, etc. Mais elles ont l'entière latitude de s'y opposer. C'est opt-out. C'est une solution tout à fait révolutionnaire déjà, et le président de la Cour internationale d'arbitrage a annoncé à plusieurs reprises en public que le 1er avril, la CCI s'apprête à déjà publier plus de 160 sentences qui ont été rendues après que ce système d'opt-out ait été institué dans le règlement CCI de 2017. Et la CCI est très en avance là-dessus. Il faut dire que l'évolution s'est faite un peu en parallèle avec le travail de la task force. Ben oui, parce que c'est logique, puisque c'est quand même les domaines environnement, climat et droits de l'homme, je pourrais dire, qui suscitent le plus cette demande de transparence et de publicité. Bon, il est vrai aussi que dans mon souvenir, j'ai plus nécessairement les chiffres exacts en tête, mais dans mon souvenir, les 2/3 ou les 3/4 des sentences ne seront pas publiées parce qu'au moins une partie s'y est opposée, ce qu'elle n'a pas fait. L'arbitrage reste la chose des parties. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on parle des litiges de catégorie 1 ou 3, c'est-à-dire qui ont une coloration environnementale ou climatique très forte, il va être de l'intérêt du défendeur, de la défendresse, de la multinationale, de l'emergeur, d'apaiser les populations. Et donc, c'est peut-être elle qui va, d'une part, dire « oui, je veux que la sentence soit publiée parce que peut-être qu'elle va me dédouaner », et deux, et je reviens à votre intervention assise, accepter de financer. Le défendeur peut, en arbitrage, se substituer au demandeur, pluriel, au moins pour provisionner les coûts de l'arbitrage, c'est-à-dire les frais et honoraires de l'institution et des arbitres. Là, je vais parler des avocats, vous avez très bien envisagé. Vous avez réduit au quota litis en tant que vieil avocat, j'ai 40 ans de... 42. Je dirais, n'oubliez pas quand même que si le quota litis reste en principe interdit, l'honoraire de résultat est maintenant, depuis une vingtaine d'années, tout à fait une petite partie fixe. Et je peux vous assurer qu'on a fait passer des toutes petites parties fixes. Bon. Alors, je suis trop long, je termine, mais je sais qu'on a un peu plus de temps, donc j'abuse. En remontant en amont, je l'ai déjà dit, on peut publier, et certaines institutions le font, et notamment, bon, je reviens au rapport de la CCI, pardonnez-moi d'être on publie le nom des parties, le nom des arbitres, le nom des conseils, etc. Et je termine en disant, dans ce règlement comme dans celui de la Cour permanente d'arbitrage ou d'autres, il est tout à fait loisible aux parties de convenir de l'inverse d'un accord de confidentialité dans l'arbitrage, et c'est prévu dans le règlement en creux, si vous voulez, un accord de confidentialité, donc de transparence. Et j'attends, bien entendu, avec beaucoup de faveur, des parties qui me diraient, nous vous demandons de publier ou de rédiger, de nous permettre ou de valider, de nous permettre de publier des informations sur la procédure en cours. Parce qu'effectivement, si on va sur ce terrain-là, je pense que ça sera nécessaire. Pardon, je parle toujours. C'était très intéressant, merci beaucoup. Je pense que on a répondu à toutes les questions qui nous étaient posées. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour vos interventions. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Je voulais aussi remercier le comité scientifique composé de Catherine Pelvé, Paul Roland et Diana Paraguacuto pour avoir travaillé sur les différents thèmes qu'on a abordés pendant ce cycle de conférences. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et j'espère à l'année prochaine pour la prochaine édition de la Paris Arbitration Week. Merci à vous, merci de votre accueil et pourquoi pas, rendez-vous annuel. Au revoir. Merci beaucoup.